Donc, on poursuit notre exploration de l'innovation en psychiatrie, qui est le sujet de ces conférences fondamentales 2023. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, qu'on a eu une première conférence sur l'innovation en Europe, puis on a eu une conférence sur comment innover en neurosciences. Et là, on s'attaque au nerf de la guerre avec une conférence sur un sujet qui, à mon avis, la grande majorité d'entre nous est un peu étranger, qui est pourquoi et comment créer un fonds d'investissement en psychiatrie. Et on aimerait bien vous, enfin en tout cas moi et vous, apprendre ce que c'est qu'un fonds, comprendre comment ça marche, pour comprendre pourquoi c'est important pour soutenir l'innovation. Et on a pour nous expliquer et discuter avec vous, invité aujourd'hui François Véron, qui travaille dans le milieu de l'innovation depuis plus de 25 ans, qui est le président et le fondateur d'un fonds d'investissement qui s'appelle New Fund et qui est en train de réfléchir avec un certain nombre d'entre nous depuis maintenant plusieurs mois à l'opportunité de créer un fonds d'investissement qui soit dédié à l'innovation en santé mentale et en psychiatrie. Donc, merci beaucoup à François Véron de nous avoir consacré du temps et vous voyez qu'il est déjà très investi dans le sujet parce qu'il a un beau cerveau dans son dos qui vous montre bien qu'il a bien compris que ça se passait dans la tête. Et puis, on a la chance d'avoir comme discutant de cette conférence Nicolas Bavrez, que vous connaissez sûrement tous, qui est avocat, mais qui est aussi très connu pour ses activités d'éditorialiste et d'essayiste, et qui, en plus, vous le savez peut-être pas tous, est administrateur de la Fondation fondamentale. Et je le remercie beaucoup d'avoir consacré du temps pour assurer ce rôle de discutant qui va faire je pense, en interrogeant et en peut-être interrompant la présentation de François Véron pour la rendre plus dynamique et vous permettre aussi de poser des questions au fur et à mesure d'un sujet, encore une fois, qui, je pense, vous êtes très étranger. Donc, François, merci beaucoup et à vous la parole. Je vous remercie, Marion, tout particulièrement et l'ensemble des participants. Puis, je suis très heureux de pouvoir présenter la manière dont nous travaillons et ce qui fait le sens de notre métier, mais encore plus de pouvoir prendre vos questions et vos remarques. Donc, essayons de faire de cette heure un moment le plus interactif possible. Il y a forcément un petit peu de présentation de mon côté, mais vraiment, les outils Zoom permettent de tendre, de saluer, de prendre mettre une petite main pour prendre la parole. Pour ceux qui ont la gentillesse de mettre la visio, merci beaucoup parce que ça me permet de voir aussi tout simplement vos têtes. Je vois que si vous vous ennuyez plus particulièrement et si vous êtes intéressé, c'est encore mieux. Rien ne me prédestinait à présenter cette construction originale sur laquelle nous travaillons, comme l'a dit Marion, avec la Fondation fondamentale. Si ce n'est peut-être un tout petit peu de généalogie, je sais que c'est important dans vos travaux. J'avais des grands-parents qui étaient médecins, un père qui était chercheur scientifique, et après des études très commerciales et une passion pour le business, me revoilà au contact de gens qui sont tous les jours auprès des patients et aussi impliqués dans la recherche. Et c'est un plaisir tout particulier. Donc, effectivement, la question d'aujourd'hui, c'est comment et pourquoi créer un fonds d'investissement en psychiatrie. Alors, peut-être, quelle drôle d'idée, parce qu'on peut faire plein de choses dans la vie, mais effectivement, pourquoi est-ce que ce sujet de fonds devrait nous occuper plus particulièrement? Il y a une forme d'investissement, et plus que d'investissement, de dynamisation de l'innovation qui s'est développée en gros depuis les années 70, qui s'appelle le capital risque ou capital innovation, qui est la traduction française de venture capital, qu'on pourrait traduire presque comme capital pour l'aventure. Hein. C'est vraiment l'idée de dire on rentre au démarrage d'entreprises de technologie en les aidant à se financer parce qu'on a jugé, et tout est dans le on a jugé au démarrage, à un moment donné, quand on n'avait pas encore des preuves, qu'il y avait un fort potentiel de croissance. Et c'est assez original finalement, parce que quand on finance de la recherche, on sait au moins ce sur quoi on va travailler, on n'a pas de garantie que ça va déboucher. Les modèles d'une entreprise industrielle va être de mettre de l'argent là où elle a identifié une perspective suffisamment raisonnable de plus-value. Ce capital risque, il est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne sait pas,
Et pour autant, on va quand même mobiliser des capitaux. Et donc, il va falloir à un moment donné pouvoir rendre ces capitaux avec une certaine plus-value pour que le système ne s'arrête pas. D'autant plus qu'on va parler d'épargne long terme, et l'épargne long terme, ce sont essentiellement les retraites. Et c'est aussi pour ça que ça fonctionne tout particulièrement aux États-Unis, c'est que les retraites sont des retraites par capitalisation qui s'investissent en partie à la bourse et en partie, au-delà de la bourse, dans le capital innovation. Pourquoi j'ai parlé des années 70 ? C'est que c'est précisément une loi qui permet aux retraités américains d'investir dans les sociétés à fort risque ou à forte croissance ou d'innovation. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le coup de démarrage du capital risque aux États-Unis. Et c'est la capacité à sortir finalement de ce cercle. Je ne sais pas s'il est vicieux ou pas vicieux, mais en gros, comme on est au démarrage d'une entreprise, il y a un risque très fort. Comme il y a un risque fort, personne ne veut y aller. Mais, et c'est ça qui est intéressant dans le capital risque, si personne ne veut y aller, si ça fonctionne, il y aura un profit important parce qu'il y aura une certaine rareté. Et donc, finalement, toute la question, c'est qui veut juger le si, qui se sent suffisamment en mesure de faire un pari qui a peu de chances de marcher, mais s'il marche, sera très intéressant. Et ça, des sociétés industrielles classiques ou des États qui aiment la rationalité sont mal outillés pour le faire. Pour autant, ça fonctionne. J'ai parlé des États-Unis, Apple, Google, Microsoft, on parle souvent des GAFAM. Leur capitalisation boursière représente aujourd'hui plus de 7 000 milliards de dollars. C'est des chiffres qui défient complètement l'entendement. À l'origine, ils ont été financés par des capitaux risqueurs. Google, par exemple, c'est 25 millions de dollars, ce qui est une somme très importante, mais évidemment pas à l'échelle de la capitalisation boursière actuelle, de la valeur qui a été créée, qui ont été apportées par Kleiner Perkins, un gros fonds américain spécialisé dans le venture capital en 1999. En France, on n'est pas du tout sur ces échelles-là, mais ça commence à devenir relativement matériel. Il y avait 500 millions d'euros qui étaient investis dans les startups en 2012 et ce montant est monté autour de 4 milliards d'euros en 2022. Les montants communiqués sont beaucoup plus importants, mais l'univers des startups est aussi un univers où il y a quelquefois un peu de surcommunication. Donc, le 4 milliards d'euros est plutôt le vrai chiffre de l'investissement, toutes structures confondues, dans les startups en France en 2022. Donc, pour apporter cet argent vers l'innovation, vers des entreprises qui vont construire des modèles d'affaires originaux sur des produits originaux, cet argent, il vient de ce qu'on appelle les fonds d'investissement. Alors, les fonds d'investissement, en fait, il y en a énormément. Il y a des fonds d'investissement sur les marchés où les entreprises sont cotées, ce qu'on appelle souvent les hedge funds. Il y a des fonds d'investissement qui investissent au capital de sociétés qui ne sont pas cotées, dont les actions ne s'échangent pas tous les jours sur une bourse de valeur. Et ça, c'est tout l'ensemble qu'on appelle le private equity. Et dans ces opérations-là, il y a des opérations à effet de levier. Ce n'est pas nous, c'est ce qu'on appelle les LBO, qui vont racheter des entreprises, notamment avec de la dette. Certains disent pour les dépecer, en général, les chiffres le montrent, c'est plutôt pour les développer, mais après, il peut y avoir des comportements individuels fallacieux. Ou alors, dans le cadre du capital risque, c'est un apport de fonds au capital de l'entreprise. On ne rachète jamais des actions, on apporte de l'argent en augmentation de capital à l'entreprise pour qu'elle puisse se développer. En gros, principalement, qu'elle transforme cet argent-là en salaire et ces salaires en production autour d'un software ou d'une innovation particulière. Ce private equity, il s'assoit vraiment sur de l'épargne de long terme, puisque la grosse différence avec la bourse, c'est que quand vous avez souscrit à un fonds, vous ne pouvez pas demain dire que finalement vous avez besoin de cet argent parce que vous décidez de financer un nouvel appartement, une nouvelle maison, les études de vos enfants. Ça, vous pouvez le faire si vous avez de l'épargne dans un livret de caisse d'épargne, à la bourse ou dans ce qu'on appelle de l'épargne liquide. Le private equity, comme on investit au capital des entreprises, on ne peut pas se lever le matin en disant bah, tiens, il y a François Véron qui veut récupérer ses billes, donc on va vendre l'entreprise. Le chef d'entreprise, il ne serait pas d'accord. Donc, c'est vraiment une association entre l'économie dite réelle, on est directement au capital des entreprises, et l'épargne de long terme. Le boulot du fonds, c'est de collecter les souscriptions auprès d'investisseurs institutionnels ou de personnes fortunées. Alors, qu'est-ce qu'un investisseur institutionnel? Typiquement, ce sont des mutuelles
ou des caisses de retraite, ou des fonds publics aussi. En France, il y a BPI France. En Europe, il y a le Fonds européen d'investissement, le FEI, qui investissent auprès de fonds d'investissement. Et par exemple, chez New Fund, on a un investissement de la Maïf. La Maïf a des fonds propres qu'elle ne distribue pas, elle garde ses profits, elle ne les distribue pas sous forme de dividendes, puisque c'est une mutuelle. Et ces fonds propres, à un moment donné, doivent être placés. C'est de l'épargne de long terme. Et son enjeu, c'est de trouver un rendement qui est en ligne avec l'horizon d'investissement. Et typiquement, ce sont des gens qui investissent assez classiquement dans le private equity, et y compris dans le capital innovation, parce qu'ils en tirent aussi des idées sur leur propre métier. Des personnes fortunées, ce sont typiquement des grandes familles. Donc, on peut citer la famille Dassault, la famille Bettencourt chez L'Oréal, mais c'est aussi beaucoup plus modestement ou plus récemment des gens qui ont vendu leur entreprise et pareil, qui veulent transmettre à leurs enfants un capital plutôt en croissance et qui ne veulent pas en gros confier cet argent ni à la bourse ni à leurs banquiers. Et le private equity est une alternative. Souvent, on cite l'immobilier comme véhicule d'investissement. Si vous ne voulez pas être pieds et poings liés avec votre banquier et les commissions qu'il peut être amené à prélever, je ne dis pas qu'on en prélève moins, mais il n'y a pas qu'on n'en prélève pas, mais il n'y a pas une cascade de gens qui prélèvent des commissions simplement pour orienter l'épargne, eh bien, ils ont tendance à investir dans le private equity. Et typiquement, aujourd'hui, dans de la gestion qu'on appelle la gestion de fortune, le private equity peut représenter 20% des sommes investies et le capital risque peut représenter entre 5 et 10% du private equity, pour donner des ordres de grandeur. Ce fonds, il est géré par une équipe, ce n'est pas complètement du capitalisme sans visage, une équipe qui est dédiée et qui est intéressée au succès. Typiquement, l'équipe va être rémunérée à hauteur de 2% des fonds gérés. Et dans ce montant des 2%, elle va financer les gens qui vont faire la pub du fonds, le marketing, trouver les investissements, faire l'instruction et surtout accompagner les entreprises une fois qu'on a investi au capital. Le travail du fonds, une fois qu'il a collecté l'argent, qu'il a trouvé son équipe, eh ben, c'est justement d'investir dans ces entreprises innovantes en prenant une participation qui est toujours minoritaire au capital. Pourquoi ? Parce que l'idée, fondamentalement, c'est que le fonds est là pour appuyer, il n'est pas là pour gérer ces entreprises. Il y a énormément d'incertitudes, il y a beaucoup de décisions que va prendre une start-up, une société innovante. Si on met 10 personnes intelligentes autour de la table, on n'arrivera jamais à un accord ou probablement même 8 sur 10 de ces personnes prendront une décision qui apparaîtra rationnelle mais qui ne sera pas la bonne. Et tout l'apprentissage du capital risque, ça a été de tolérer la prise de risque, de tolérer l'échec pour qu'on ose certaines choses que si on voulait être sûr de ne pas perdre l'argent, on ne prendrait pas. Et c'est ça qui est vraiment l'apport de ce secteur industriel, c'est de dire il faut que l'argent revienne un jour. Pour autant, on va prendre des décisions qui ne sont pas forcément toutes consensuelles et ça passe par une participation majoritaire parce que si le fonds était majoritaire, ça voudrait dire qu'il pourrait changer les dirigeants et s'il peut changer les dirigeants, ça veut dire qu'en fait, il exerce un pouvoir sur la start-up et ça ne marche pas de cette manière-là. Et enfin, le dernier point, c'est bien qu'il y a cet accompagnement actif. Alors, encore une fois, on ne gère pas les entreprises, mais on peut être source de mise en contact, on peut partager des bonnes pratiques, des bonnes pratiques. Quelquefois, on peut créer de la confiance en présentant les gens qui sont des clients potentiels par rapport à la start-up. On peut les mettre en contact aussi avec des anciens fondateurs qui ont vécu des expériences du même type que ce qu'ils ont vécu. C'est tout un accompagnement qui est plus ou moins codifié suivant les fonds et qui permet à l'entrepreneur qui a ce trajet quand même compliqué à réaliser de ne pas se sentir trop seul. Peut-être avant de passer à New Fund sur ces éléments un peu généraux de panorama, est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Peut-être, François, si tu m'entends, quelques questions. D'abord, quel est un peu l'horizon de temps habituel d'un fonds d'investissement et l'horizon d'investissement ? La deuxième question, ce serait un peu quelles sont les particularités du métier sur l'amorçage, c'est-à-dire sur les fonds qui se préoccupent des entreprises à leur tout début
et qui ne sont pas des fonds qui s'occupent de leur développement ou de leur croissance alors qu'elles ont déjà des premiers résultats. Et la troisième question, elle serait un peu macroéconomique. Est-ce qu'on arrive à faire un lien entre les fonds d'investissement et puis le dynamisme de l'économie américaine et le fait que l'innovation y est importante et qu'on a maintenant de nouveau des gains de productivité qui tournent autour de 2% aux États-Unis, alors qu'ils sont beaucoup plus réduits pour l'instant en Europe. Alors, sur la dernière question, j'aurais qu'une réponse partielle. Donc, sur l'horizon, un fonds d'investissement, c'est typiquement 10 ans, 5 ans pour investir et 5 ans pour désinvestir, céder nos participations. Ça ne veut pas dire que l'entreprise est cédée à un groupe industriel, ça veut juste dire que les fonds mis par New Fund, par le fonds de capital risque, sont en échange des actions. Quelqu'un d'autre achète ces actions-là et le produit de la cession de ces actions peut être distribué aux souscripteurs. La vérité nous oblige à dire qu'on est plutôt plus long que 10 ans, parce qu'au bout de 10 ans, il est rare qu'on ait cédé la totalité du portefeuille. New Fund 1, pour prendre un exemple, notre premier fonds a été lancé en 2008, en pleine crise financière. On avait levé 70 millions d'euros. Il nous reste encore une bonne dizaine de participations, dont certaines qui vont très bien, simplement parce que notre métier fondamentalement est d'accompagner les entreprises dans leur croissance. Et si on a pu rendre suffisamment d'argent à nos souscripteurs pour qu'ils ne soient pas trop impatients, eh ben, on est content de continuer à accompagner les entrepreneurs dans la durée. Donc, il y a une dimension juridique de cette durée, mais après, fondamentalement, ce que veulent les souscripteurs, c'est qu'on leur rende de l'argent. Une fois que la performance est bonne, il est rare qu'il y ait une impatience terrible. Alors, tu as raison d'insister sur l'amorçage parce qu'il y a effectivement un continuum. On a rencontré, on y reviendra tout à l'heure, depuis qu'on travaille sur typiquement les sujets liés au cerveau, plusieurs scientifiques qui eux-mêmes accompagnent des startups. Donc, on va dire qu'il y a la découverte. Il y a l'idée que cette découverte peut se mettre dans un produit de diagnostic, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Et la startup peut être constituée à ce moment-là. Il y a notamment en France tout ce qui est SAT, et instruments de valorisation de la recherche qui vont fonctionner plus ou moins bien suivant les zones, mais qui sont quand même, qui manifestent une volonté de faire le lien entre le monde du business et le monde de la science. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en France, il y avait beaucoup d'inventions qui ne se traduisaient pas par des produits qui pouvaient ensuite être vendus. Alors pourquoi c'est important ? D'abord parce que c'est souvent un outil de diffusion de l'innovation pour que les gens en profitent vraiment, parce que une entreprise, quand c'est le cas d'une entreprise, ça veut dire qu'elle va pouvoir trouver une rentabilité à ses efforts de marketing, à ses efforts de communication, alors que si c'est que, je dirais, gouvernemental, ça veut dire que c'est une décision publique, certes dans l'intérêt général, mais enfin on sait bien que l'intérêt général passe aussi par des hommes et des femmes qui prennent des décisions, et donc on tombe dans des circuits de décision qui peuvent quelquefois être, pour prendre l'expression, un peu kafkaïens. Donc, ce n'est pas pour dire que l'un est meilleur que l'autre, c'est pour dire qu'il y a derrière l'entreprise privée et le modèle, entre guillemets, capitaliste, une capacité de diffusion du produit. Et nous, on va rentrer très en amont de ça. On n'est pas du tout dans les big pharma. On est pour aider, on va dire, l'association entre le scientifique et éventuellement un business, où typiquement, on le voit dans un certain nombre d'entreprises, il va y avoir 3 figures. Il va y avoir le scientifique, la scientifique, il va y avoir le programmeur, parce qu'il y a de plus en plus d'intelligence artificielle et de software aujourd'hui dans nos sujets. Et puis, il va y avoir la personne plus directeur général, business, qui est là pour trouver les bons partenariats et commencer à trouver une voie vers le marché. Et nous, on intervient juste après ça, c'est-à-dire au moment où l'équipe de fondateurs a été constituée, où il y a une idée du produit, quelquefois même ce qu'on appelle dans notre jargon un minimum viable product, c'est-à-dire un premier produit qui n'a pas fait toutes ses preuves. Il y a des publications scientifiques qui viennent asseoir la validité et la solidité on va dire, des principes actifs. Et il y a éventuellement eu des bourses publiques. Il y a le iLab, qui est le concours d'innovation de BPI France. Quelquefois, il y a même des expérimentations locales. Mais il faut commencer à mettre de l'argent sur des équipes qui vont
finaliser le produit, le tester en mode réel à plus ou moins grande échelle. Donc, on va dépasser les quelques centaines d'utilisateurs. Et ça, il n'y a pas de bourse, il n'y a pas de subvention pour ces recrutements-là. Et c'est à ce moment-là que l'ouverture du capital fait du sens. Et sur la troisième question sur la macro, alors il y a deux niveaux. Il y a la capacité à créer des grandes entreprises avec derrière ce que ça apporte en termes d'emploi, de taxes et on peut presque dire de puissance économique. C'est un peu à travers ce terme-là qu'on a, enfin c'est ce qu'incarnent un peu les GAFAM. Hein. Donc les plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis ne sont plus des sociétés pétrolières, comme ça a été très longtemps le cas, ou des sociétés financières, ce sont des sociétés technologiques maintenant, depuis maintenant 6 ou 7 ans. C'est un enrichissement assez considérable des États locaux et de l'État fédéral américain. Certaines entreprises ne sont pas énormes en termes d'emploi, mais d'autres le sont. Amazon, c'est plus d'1 million de personnes. Et derrière ça, il y a toute une cascade de sociétés qui, effectivement, ont pour ambition, en tout cas, d'améliorer la productivité, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle un certain nombre de tâches productives vont être réalisées. De ce point de vue-là, les États-Unis sont mieux placés en termes de structure industrielle que la France parce qu'ils ont une industrie logicielle, là où nous, on va toujours un peu avoir tendance à faire des développements à façon. Alors, il y a des explications et je pense que ça nous amènerait très loin, mais on a des modèles très verticaux, un peu, on va dire, le monarque et son peuple, ou le suzerain et ses vassaux. Et dans l'industrie, ça se traduit souvent par un grand groupe et ses prestataires. Et donc, notamment, on a en France les plus grandes sociétés de services informatiques et par contre des sociétés de logiciels extrêmement, dans l'ensemble, très, très peu nombreuses. Il y a Dassault Systèmes, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de sociétés de logiciels et surtout, il y a beaucoup de gens qui ont une capacité à choisir des logiciels sans demander trop de développement spécifique. Et ça, c'est une force d'organisation américaine qui peut expliquer des différentiels de productivité, notamment à un moment donné où le logiciel se répartit de plus en plus se dissémine de plus en plus dans l'économie. Mais Nicolas, tu es quand même beaucoup plus sachant que moi sur tous ces sujets. Ce que je propose peut-être, c'est qu'on avance, comme là on est déjà presque à la moitié, qu'on passe peut-être vite sur la présentation de New Fund et ensuite qu'on aborde le cœur, c'est-à-dire finalement en quoi est-ce qu'un fonds d'investissement peut être et apporter des solutions pour la recherche en psychiatrie. Alors, très rapidement sur New Fund, quelques chiffres. On est une équipe de 14 personnes réparties à Paris, dans la Silicon Valley, à Palo Alto et à Biarritz, avec une majorité des gens qui sont sur les fonctions d'investissement et 4 personnes qui sont sur les fonctions d'appui. Un fonds d'entrepreneurs, principalement, nous avons collecté de l'argent auprès de gens qui investissent leur propre argent, donc c'est un programme d'investissement. On appelle l'argent au fur et à mesure. Donc, c'est typiquement, ça va entre 50 000 par an pour certains à 500 000 par an pour qui vont se convertir ensuite en investissement dans les entreprises et indépendants au sens où nous-mêmes, nous n'avons pas d'investisseur principal qui représenterait plus de 20% des fonds que nous gérons. Nous avons 150 investissements réalisés sur les 15 ans d'existence et 50, j'ai arrondi les chiffres, et 50 sorties. Pour vous donner une idée, sur les 50 sorties, on a réalisé en moyenne, il y a des sociétés qui ont été liquidées, il y a des sociétés qui ont rapporté, une société qui a rapporté x26, on a réalisé en moyenne un x3 sur les entreprises dans lesquelles nous avions investi et qui sont désormais sorties du portefeuille. Et nous gérons au total 265 millions d'euros. Notre spécificité par rapport à nos collègues, c'est d'être à la fois dans cette phase d'amorçage, cette phase amont du développement des startups, et en même temps présents aux États-Unis. Nous avons beaucoup de fonds en France qui sont sur l'amorçage, mais qui ne sont pas internationaux, et donc qui ont du mal à accompagner le développement international des entreprises tôt. Et nous pensons
que le plus tôt une start-up, et c'est particulièrement vrai dans le domaine médical, peut se développer à l'international et notamment aux États-Unis, et le plus fort elle est, parce que notamment pour des raisons qu'on connaît qui sont extrêmement injustes mais néanmoins favorables à l'innovation, le prix de la médecine aux États-Unis est très différent du prix en Europe, et il y a une appétence à l'innovation aux États-Unis qu'il n'y a pas forcément dans nos grandes organisations européennes, et la France n'est pas spécifique. En gros, ils ont choisi une médecine innovante et exclusive. Nous avons une médecine inclusive avec un risque qui peut peser sur la capacité à absorber de l'innovation. Et en tout cas, pour les startups, ça peut faire une différence très, très importante. Dans le domaine de la santé, nous avons investi au total 25 millions d'euros. Je ne prendrai qu'un exemple parmi les sociétés qui sont citées. Là, c'est MedTech Surgical, une société dans laquelle on avait investi en 2010, qui fait un robot de neurochirurgie inspiré des travaux du professeur Benhabib, d'abord sur la stéréotaxie avec 14 électrodes pour des soins d'épilepsie, mais le robot peut être aussi utilisé de manière générale pour la stimulation électrique profonde, pour des traitements notamment de maladie de Parkinson. Il y a aussi des recherches sur les traitements des troubles obsessionnels compulsifs. C'est une société dans laquelle on était rentré en 2010, qui a été introduite en bourse en 2013 et qui a été rachetée par Zimmer Biomet en 2016. Et Zimmer Biomet a fait de Montpellier, où était l'équipe, son centre mondial pour la robotique, en continuant à recruter sur place des ingénieurs roboticiens. Très rapidement, un peu à quoi ressemble notre métier au quotidien. On va chercher ou on reçoit de très nombreuses opportunités. Pour vous donner une idée, c'est 4000 opportunités reçues chaque année. Et là, on voit une partie de la journée du 6 mars sur cet écran. Et on mesure la performance de notre deal flow par rapport au marché en regardant quel est le taux de startups qui ont été financées par des fonds ou des business angels et que nous avions vu, nous, sur lesquels éventuellement nous avions décidé de ne pas aller, ou nous n'avons pas eu l'opportunité, ou on n'a pas bien compris ce que faisait la startup. Et aujourd'hui, on est sur un taux à peu près de 80% de sociétés qui sont financées en France, de startups qui sont financées et qui ont été examinées d'une manière ou d'une autre par Newfund. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur Newfund avant qu'on vienne sur le sujet de la santé mentale et de l'innovation. Je continue. Peut-être juste une question sur qu'est-ce que représente la santé dans justement ces activités de fonds d'investissement en France. Est-ce qu'il y a quelques fonds qui sont spécialisés entièrement dans la santé? Est-ce que c'est un domaine important ou un domaine plutôt marginal? Alors, c'est une très bonne question. Historiquement, donc quand je dis historiquement, quand il y a les premiers fonds d'investissement qui se sont créés en France, typiquement Sofinova, Partech, dans les années 80, un fonds comme Sofinova avait deux jambes, une jambe technologie de l'information et une jambe sciences de la vie. Et sciences de la vie, c'était essentiellement du médicament. Et donc, c'est par exemple un des beaux succès de Sofinova, c'est une société suisse qui s'appelle Actelion. Typiquement, il y a eu un certain nombre de biotech dans le domaine notamment des maladies orphelines parce que ça favorise la logique d'investissement, des sociétés de capital risque qui se sont spécialisées dedans et qui ont d'ailleurs fait des belles opérations. Il se trouve que les investisseurs institutionnels dont on parlait ont poussé à scinder ces deux activités parce que la logique de l'investissement dans l'innovation type technologie de l'information et des communications software et les biotech ont été de plus en plus divergentes. C'est devenu de moins en moins cher, au démarrage en tout cas, pour des sociétés de software et de plus en plus cher pour des sociétés de biotech. Entre les deux, il y a tout un champ de la santé qui s'est retrouvé, entre guillemets, un peu orphelin. Du diagnostic, du medical device, toute une série de dispositifs qui, du coup, n'étaient pas suffisamment rentables à terme et pas suffisamment capitalistiques pour intéresser les fonds de life science et pour autant un peu spécialisés, qui demandaient une compréhension particulière et du coup qui rebutaient les fonds de software généralistes.
Donc, il y a quelques structures qui se sont mises dans ce domaine, notamment, par exemple, un fonds comme Kurma, qui est rattaché à Idinvest, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Donc, les investissements dans la santé sont parfois le cas de fonds généralistes. On le voit beaucoup en santé mentale actuellement, notamment aux États-Unis, parce que le champ commence à beaucoup intéresser, et pour autant, il n'y a pas encore des fonds spécialisés. Et par ailleurs, il y a quand même une vraie difficulté de certains entrepreneurs qui ont des beaux projets à trouver des fonds, alors que ça va être beaucoup plus facile sur des sociétés de pure software, par exemple. Donc, c'est un peu, je ne te donne pas de montant absolu parce que je ne l'ai pas. Chez Newfund, ça représente à peu près 15% des investissements. Je pense que dans le marché, ça doit représenter entre 5 et 10% des investissements du marché. Merci. Donc, on passe au projet de Newfund dans le domaine de la psychiatrie. Oui, donc ce qu'on a constaté sur les dernières années, c'est qu'on était effectivement à un point d'inflexion dans le domaine de la santé mentale au sens large, mais ça, c'est des choses avec lesquelles vous êtes extrêmement familier, mais une multiplication des biomarqueurs, tout ce qui est progrès de l'intelligence artificielle, notamment de l'intelligence artificielle supervisée, on distingue l'intelligence artificielle généraliste, le désormais fameux ChatGPT, où l'intelligence, on va donner des datasets énormes en disant à l'intelligence artificielle débrouille-toi, et ce sont des modèles statistiques derrière, et l'intelligence artificielle supervisée, qui est plus de l'ordre du machine learning, où l'intelligence artificielle va apprendre du comportement typiquement d'un médecin dans le cas du cancer du sein, et va pouvoir reproduire finalement le principe de ce comportement, du diagnostic, sans être pollué par des phénomènes qui sont propres à l'espèce humaine, d'émotions, de stress à un moment donné, etc. Pour régler, ce n'est pas que l'intelligence artificielle est plus intelligente que le médecin, c'est qu'elle va être moins sujet à des biais ou à des émotions dans le périmètre qui est le périmètre, je dirais, bien validé. Et ça, c'est très intéressant dans nos sujets de santé mentale. On a vu également monter les troubles post-Covid et tous les phénomènes de déstigmatisation, des grands sportifs notamment, ou artistes qui sont capables de parler de leurs troubles. Et donc, du coup, quatrième volet, ça aide aussi des entrepreneurs à venir dans ce secteur qui n'est plus, en tout cas que nous, on ne perçoit plus du tout comme un secteur tabou. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des réticences, il y en a de nombreuses, notamment au sein des entreprises, mais en tout cas, de moins en moins auprès d'une jeune génération d'entrepreneurs qui à la fois veulent se saisir de problèmes qu'eux-mêmes peuvent avoir vécu à titre personnel ou dans leur famille ou dans leurs proches, et aussi d'avoir un discours offensif d'innovation auprès des publics concernés. Et donc, c'est tout ce qui est médecine de précision, psychiatrie de précision, élaboration de produits qui peuvent être rapidement distribués à travers différentes plateformes, etc., et business model attractif, puisque tout ce dont on parle, ce ne sont pas des médicaments qui passent par la phase 1, phase 2, phase 3. Nous ne sommes pas du tout sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est d'un autre ordre de grandeur financier et aujourd'hui quand même encore beaucoup capté par les big pharma. Pour vous donner une idée du marché, c'est l'année dernière 7 milliards de dollars qui ont été investis dans les startups de la brain tech, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, qui comprend les champs de la psychiatrie, qui fait en gros une grosse moitié de l'activité, le développement des compétences, la neurologie et la nutrition, en tout cas pour la partie qui est en lien avec la santé mentale. Et c'est évidemment sans surprise des chiffres en forte croissance, puisqu'on est sur une multiplication par 4 depuis la pandémie, avec un début d'année 2023 qui paraît également extrêmement dynamique. Les 7 milliards, c'est dans le monde, c'est aux États-Unis? Les 7 milliards, c'est en gros États-Unis, Europe, puisque les chiffres Chine sont sujets à caution. Ouais. Et ça veut dire que c'est plus des 3/4 aujourd'hui aux États-Unis, et ça se voit particulièrement sur les champions et les gros financements. Il y a plus de 15 startups qui ont déjà levé plus de 100 millions de dollars dans le secteur dont on parle. Et vous voyez qu'il y en a une allemande, une italienne et une chinoise. Et le reste, ce sont des entreprises américaines.
ça a évidemment un effet de traction, le mouvement et qui commence à avoir ses effets et qui va continuer auprès de l'ensemble des gens qui travaillent dans le secteur. Parce que ces startups, elles recrutent des PhD, elles vont recruter des scientifiques, elles vont avoir des collaborations, elles vont à un moment donné être en concurrence aussi avec la science, pour le meilleur et pour le pire, je dirais. Pour le meilleur, parce que ça aide aussi à transformer la science en produit consommable par tous, et pour le pire, parce que ça va exercer une pression sur notamment les rémunérations et mettre au défi nos systèmes de santé publique et nos systèmes de recherche publique de trouver les moyens de garder les meilleurs. Hein. Ce sont des systèmes qui sont quand même extrêmement compétitifs, extrêmement darwiniens. Et nous, depuis qu'on a commencé à travailler sur ces sujets, on a recensé et analysé, certaines rapidement, d'autres de manière plus approfondie, 260 opportunités avant même de lancer de manière effective ce fonds auquel on travaille et qui s'appelle ECA. ECA, c'est le nom d'une divinité égyptienne, je vous invite à aller voir dans Wikipédia, qui est une divinité qui symbolise le pouvoir de la parole et l'énergie que chaque individu porte en lui. De manière tout à fait normale, vu notre implantation en France, on a 45% de notre deal flow qui vient de sociétés françaises, 24% aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que notre fonds vise d'autres pays européens. On pense qu'il faut pouvoir regarder des choses intéressantes en Allemagne, en Espagne, il y a des choses intéressantes en neurologie, en Europe de l'Est. Et pour l'instant, on n'est pas implanté, mais pour autant, on a quand même reçu 27% de ces 260 opportunités depuis le reste de l'Europe. On a une équipe qui est assez diverse de par le bagage, la formation, l'implantation et les rôles dans l'équipe. Anne-Sophie, qui pilote le fonds avec moi, a une formation scientifique. Elle a travaillé chez Solvay et elle a assez vite bifurqué vers la finance puisqu'elle a travaillé chez BPI France avant de rejoindre Newfund en 2016 et elle s'occupe des investissements santé chez Newfund depuis maintenant 3 ans. Henri Day est notre partenaire aux États-Unis. Il a lui-même réalisé des investissements dans le domaine du software appliqué à la santé aux États-Unis et sa famille était d'ailleurs actionnaire de Softway, qui est un logiciel utilisé dans certains hôpitaux. Constant a une formation de pharmacien et vient de nous rejoindre comme analyste. Yeva va plutôt s'occuper de la partie souscripteur et de construire l'écosystème de souscripteurs qui s'intéressent au sujet du brain capital, de la brain tech de manière générale. Nirav est un neurologue, Stanford, basé en Californie, et qui a créé une boîte qu'il a développée, qu'il a vendue. Et avant de rebondir dans sa prochaine aventure, il accompagne notre équipe américaine comme venture partner, c'est-à-dire qu'il consacre 5 à 10 heures par semaine, soit à l'accompagnement des entreprises, soit à l'identification de nouvelles opportunités. Et Pierre-Jean Cobu était aussi dans une entreprise de santé, plus de logiciels avec un FDA approval. Et lui, il est à temps plein chez Newfund en Californie. Alors, on travaille effectivement, comme le disait Marion, avec Fondation Fondamentale à voir comment est-ce qu'on pourrait collaborer et comment est-ce que Fondation Fondamentale pourrait devenir éventuellement conseiller scientifique de ECA. Donc, conseiller scientifique, ça voudrait dire quoi? Que des notes d'évaluation scientifique sur des investissements seraient confiées à des experts reconnus. Donc, on a mis là quelques noms qui sont des gens bien connus de Fondamental et du réseau de centres experts. Donc, Olivier Blin, Emo Drexage, Philippe Courtet, Joël Doré, on a reçu récemment sur des sujets de nutrition. Pierre-Michel Lorca, Stéphane Jamin, Chris Becken. Il y en a beaucoup d'autres. Je n'ai pas voulu citer tout le monde dans la présentation. Un comité de pilotage de haut niveau qui suivrait le développement du fonds avec quatre board members qui sont David Kupfer, Pavel Sviboda, Fouzi Alagrissitodé et Harris Air, qui est à l'origine de ce concept de brain capital, de capital cérébral. Et puis, on a déjà lancé un certain nombre d'événements de sensibilisation aux thématiques innovantes qui sont portées notamment qui seront portées notamment à travers le fonds. J'ai parlé de ce petit déjeuner sur microbiome et cerveau le 25 janvier dernier. On en avait aussi organisé un en juillet sur le brain capital.
Et donc aujourd'hui, où on en est en termes de souscription, on a 20 millions d'intentions de souscription avec un objectif de lever 75 millions d'euros au total et de constituer un écosystème complet et cohérent avec ce lien entre les startups d'un côté dans lesquelles on va investir, les gens qui vont pouvoir nous aider à travailler sur ces opportunités et l'écosystème de LPs qui amène l'argent. Et avant de laisser place aux questions, aux questions suivantes, comment est-ce que, si vous le souhaitez, vous pouvez nous aider? Tout simplement en nous faisant part de vos découvertes, de vos questionnements, de vos enthousiasmes, de vos réflexions, et en faisant connaître cet objet un peu bizarre qui est un fonds dans l'innovation auprès de vous et en invitant des entrepreneurs, on en connaît tous, à nous contacter. Et je vous laisse mon email. On n'est jamais débordé, on essaie de répondre très vite aux demandes, donc vous ne nous dérangerez jamais en nous suggérant un contact ou une lecture, quelle qu'elle soit. Merci beaucoup de votre attention. Véronique Briquet-Logier, je travaille à la Fondation Fondamentale. Je pense que tout le monde me connaît autour de l'écran, j'allais dire autour de la table. Merci beaucoup François pour cette présentation très, très, très claire et très didactique. J'ai une remarque. Nous venons de lancer, et c'est depuis lundi, et il y a le communiqué de presse qui est sorti, Impact 2, qui est en fait une initiative d'accélération, d'innovation pour les maladies mentales et la santé mentale, donc pour des entreprises qui travaillent dans ce domaine. Nous remercions New Fund de participer à l'aventure et nous venons de décider ce matin en comité stratégique que New Fund aurait une voix en fait dans le jury final pour décider des entreprises qui seront accélérées. Donc ça c'est à la fois pour faire la pub pour Impact 2 et vous pouvez aller sur tous les réseaux sociaux, c'est parti. Et puis aussi pour saluer la participation de New Fund. J'ai une question sur les histoires de souscripteurs et de faire une communauté de souscripteurs. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ça? J'ai pas. Vous avez une personne en charge chez vous et j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu en quoi ça consiste. Alors, c'est quelque chose qu'on fait déjà sur nos fonds généralistes et qu'on va faire de manière encore plus appuyée dans le cadre des cas. Donc, sur New Fund, il y a aujourd'hui plus de 200 personnes qui sont des souscripteurs et ces 200 personnes, ça représente une vraie richesse pour nous parce que ce sont des gens qui sont actifs, qui rencontrent tous les jours des gens qui viennent leur proposer des produits financiers concurrents, qui vont rencontrer des entrepreneurs, qui eux-mêmes utilisent des biens et services et quelquefois avec certains sont innovants, d'autres pas innovants, qui peuvent être. Voilà, donc c'est des personnes qui sont dans la vie réelle et qui nous apportent énormément en feedback, en retour, en idées. Donc ça peut être tiens, est-ce que vous avez déjà vu cette boîte? Et on leur partage régulièrement ce qu'on voit dans le marché. Ça peut être aussi des gens qui vont nous dire, tiens, on trouve que l'économie est un peu en surpression actuellement. Est-ce qu'il ne serait pas temps de ralentir les investissements ou de vendre, par exemple? Et ils n'ont pas de rôle de direction, ça n'a pas de rôle de gouvernance. Le fonds est complètement indépendant, mais ça nous permet d'être à l'écoute de choses qui se passent. Ça, c'est de manière très générale. Et ce qu'on veut faire avec ECA, puisque là, il y a une thématique plus particulière qui va regrouper les gens, c'est de vraiment faire un lien entre la recherche, des produits innovants et des gens qui vont avoir une capacité à mieux comprendre ce qui se passe et à diffuser, on va dire, ce qu'ils ont compris. C'était très intéressant sur le petit déjeuner microbiome et cerveau, puisqu'on avait à peu près un tiers de l'assistance qui étaient des startups, on va dire, un tiers un peu écosystème et puis un tiers des souscripteurs. Et les souscripteurs ont tous posé des questions. J'ai vu Joël Doré, après 1h30 d'intervention, il est encore resté 1 heure en discutant one-to-one avec certains d'entre eux. Et c'était intéressant de voir comment lui
avait à cœur de, je dirais, diffuser son savoir et de trouver des gens qui étaient en mesure d'être des relais, et que les gens qui étaient là en tant que souscripteurs, ils étaient pas là pour voir si c'était pas dans une logique de placement financier, ils étaient là parce que ces thématiques les intéressent. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas juste avoir de l'argent passif, entre guillemets, mais d'avoir des gens qui s'intéressent à ce que font les startups, à ce que vont faire à ce qu'il y a derrière toutes ces innovations, parce que c'est aussi un appui pour le développement du fonds et ça vient enrichir la relation. Merci, très clair. Ce sont d'ailleurs des gens qui, à terme, on en a déjà parlé avec Marion, hein, mais si on arrive à construire un écosystème cohérent entre la Véronique, ce que vous faites avec le Lab, ce que fait la Fondation, les centres experts, ce que fait le fonds, je dirais que ce n'est pas des gens qui sont, entre guillemets, notre propriété. Plus on aura un écosystème vivant, plus ils seront intéressés et plus ça fait des sources de financement, je dirais, diverses hein, pour l'ensemble des participants à l'aventure. Y a-t-il d'autres questions dans l'assistance? Ben moi, je vais bien prendre la parole pendant que mes collègues réfléchissent aux questions qu'ils auraient à poser, encore une fois, sur un sujet dont je comprends bien que ça leur est très étranger. Moi, je voulais avoir votre avis peut-être à tous les deux sur les freins. Parce qu'en fait, on a raconté, enfin, vous avez décrit un tableau un peu idyllique, en tout cas en progression, sur un sujet donc, où on sait bien qu'il y a des limitations et des difficultés, donc, et qui sont peut-être plus importantes en France qu'ailleurs, à la fois dans le domaine du développement des startups et encore plus dans le domaine qui nous intéresse, qui est donc celui de la santé mentale et des maladies mentales. Comment vous voyez le sujet spécifiquement français? Quels sont les freins? Comment est-ce qu'on pourrait y travailler? Comment on peut les identifier? Comment est-ce qu'on pourrait essayer de les lever? Alors, le premier frein pour moi, il est vraiment culturel, parce que quand on dit santé mentale en France, ce n'est pas du tout pareil que mental health aux États-Unis. Donc, ça fait peur, il y a du stress, il y a de la souffrance, il y a de la stigmatisation, il y a de la honte, toutes choses avec lesquelles vous êtes familière, mais qui ne s'arrêtent pas tout d'un coup parce qu'on parlerait financement. Et moi, j'ai vu des rendez-vous où je présentais notre projet qui dérapaient d'une manière ou d'une autre parce que les gens étaient submergés par une émotion qu'ils ne savaient pas contrôler. Et on perdait le fil de la rationalité. Et pour le coup, dans notre activité à nous, et c'est pareil pour les startups en direct, si on n'est que dans l'émotion, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir, à un moment donné, on parle argent, et à un moment donné, il y a un rattachement avec une part de rationalité. Donc, je dirais l'image, le traitement que peuvent avoir certaines personnes à titre personnel ou de leurs proches, donc l'image qu'ils vont avoir du fonctionnement de la psychiatrie en général, la manière dont on va considérer ces champs-là avec, enfin, le sujet, est-ce que vraiment c'est de la biologie, est-ce que c'est que de l'esprit, etc. Et dans ce cas-là, ce n'est pas un sujet de start-up. Ça va être un premier frein. Il y a un deuxième frein qui est plus celui des startups en général et qui est l'absence ou la relativement modeste dimension de l'épargne longue en France. Donc là, on revient sur le panorama un peu général. La France, c'est 1/5 de la population des États-Unis, c'est 1/8 du PIB et c'est 1/25 du financement de start-up, avec en plus un taux d'échec qui est plutôt plus important qu'aux États-Unis. Donc, on a cette vision du darwinisme, mais c'est particulièrement fort là. Et là où ça va nous affecter dans le domaine de la santé, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur les structures de santé et la manière dont se prend la décision et la relative perméabilité ou pas du système de santé à l'innovation. La PHP fait des appels d'offres tous les 3 ans et c'est extrêmement compliqué de montrer, je ne parle même pas du médicament, hein, mais de montrer qu'on est innovant en termes de dispositif médical. Le médicament va être évalué par rapport à un autre médicament, là où aux États-Unis, il va être évalué par rapport à un placebo. En France, c'est formidable parce que si vous avez le remboursement de l'assurance maladie, vous avez l'ensemble de la population française, mais ça vient tardivement, alors qu'aux États-Unis, vous pouvez faire des deals avec tel ou tel assureur qui lui-même va avoir une politique plus ou moins appuyée, par exemple en santé mentale. Donc, il y a un accès au marché qui va être extrêmement différent. Et encore une fois, fondamentalement,
on choisit plutôt une régulation budgétaire de la santé en France qu'un appui sur l'innovation. Donc, tirer ces trois éléments de culture, éléments de structure de l'épargne et sujet plus particulièrement du système de santé ne nous facilite pas forcément la vie. Après, nous, on considère qu'on n'est pas là pour faire la moyenne, hein. On est là pour aller trouver des gens exceptionnels. Le fonds vise 20 à 25 investissements et il n'y a pas de raison de ne pas les trouver sur un horizon de 4 ou 5 ans, sachant qu'en plus, on ne se limite pas à la France, hein. On investira aussi dans d'autres pays européens, comme je l'ai dit, et on aidera surtout ces entreprises à se développer à l'international et à aller chercher cet accès au marché américain qui nous paraît indispensable pour le succès des startups. Merci beaucoup. Peut-être juste pour compléter ce qu'a dit François, qui est très très juste, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a le problème que le système de santé est géré pour avoir un système de santé gratuit pour le patient, et donc l'ajustement se fait par le rationnement et la baisse de la qualité des soins. Sur la retraite, c'est vrai que c'est la même chose au sens où il n'y a pas de fonds de retraite par capitalisation. Je pense qu'on peut rajouter deux choses. C'est que, effectivement, par rapport à beaucoup d'autres systèmes de santé, la psychiatrie est quand même pas vraiment un angle mort du système français. Paradoxalement, la France a longtemps été en avance, a joué un rôle important dans l'élaboration, la naissance de cette discipline, mais ensuite, elle a pris beaucoup de retard. Et puis, il y a cette idée qui est vraie dans le système de la santé, mais plus généralement, que la recherche fondamentale, c'est quelque chose qui doit être protégé du marché et tenu en dehors, et que ce sont deux sphères qui n'ont pas vocation à se rencontrer, celle de la finance et celle de la recherche fondamentale, a fortiori dans le domaine de la santé. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, j'allais dire, par un côté, les blocages, c'est aussi une source d'opportunité, parce que ce qui était dit, c'est que ce qu'on cherche à faire, ce sont des choses aux marges, et que comme le système est assez bloqué, en réalité, plus le système est bloqué, et plus on peut trouver de mouvements aux marges. Et c'est, je pense, cette idée, sachant que l'autre chose très importante, c'est que si on quitte un peu la France et qu'on regarde à l'étranger, ce qui a été appelé le brain capital, il ne fait pas de doute qu'à fortiori post-Covid, dans le monde entier aujourd'hui, il y a, compte tenu des séquelles laissées par la Covid, notamment chez les jeunes, il y a non seulement de l'intérêt, mais pour le coup maintenant, il y a un vrai afflux d'argent dans le monde qui va sur la psychiatrie et sur l'innovation en psychiatrie. Et donc l'idée, c'est évidemment de profiter également de ce mouvement et de cette dynamique pour la rapatrier un peu en France. Je crois qu'on a deux questions. Donc, c'est à nouveau Véronique. Donc en fait, avec toutes les innovations, les 20-25 investissements d'ECA, on cible plutôt, on va dire, l'Europe, l'IMA et la FDA aux États-Unis. On pense pas investir le marché français a priori, quoi. Avec des innovations qui peuvent être effectivement comme le brain stimulation, des choses comme ça. Ça passe pas chez nous, donc on va les commercialiser ailleurs. Il y a il y a l'article 51 hein, qui permet quand même d'avoir un accès au marché à des stades relativement précoces et de notre perception sans trop de bureaucratie derrière. On ne fait pas d'exclusive, on ne dit pas que on ne dit pas qu'il n'y aura pas de développement en France. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne sera pas sur une logique qu'on appelle chez Newfund un peu passe ton bac d'abord, de dire il va falloir que la start-up prouve le succès en France pour qu'ensuite on puisse la développer à l'international. Parce que notre expérience, je parlais de la robotique médicale par exemple, notre expérience, c'est qu'il y a eu des premiers hôpitaux en France, mais là où ça a vraiment décollé, c'est quand il a pu se développer aux États-Unis. Et ça a aidé aussi le développement en France. Donc,
je crois que il n'y a pas une exclusive, il n'y a pas un marché protégé. Notre marché protégé n'est pas tellement bon, il n'est pas tellement accélérateur de start-up qu'il faudrait le privilégier. Et pour autant, il n'y a pas de fierté, je dirais, mal placée à dire qu'une société va se développer aux États-Unis et va avoir un retour positif avec en plus des produits validés et amortis, on va dire, pardonnez du cynisme, mais payés par les retraités américains, qui lui permet d'avoir des coûts qui sont optimisés et de pouvoir ensuite être mis à disposition des patients français. En tout cas, comme citoyen français, je pense que ce qui est important, c'est que la population puisse bénéficier de ces innovations. C'est ça le point critique. Et comme on n'est pas prêt à payer pour des raisons qui me paraissent là aussi comme citoyen finalement assez justifiées, parce que inclusion, parce que en tout cas, notre système de santé, en tout cas, ce n'est pas Newfund qui va le changer, on n'a absolument pas cette ambition-là ni ce souhait-là. Les choses étant ce qu'elles sont, comme dirait l'autre, si on peut financer ces startups avec de l'expérimentation américaine et que ça bénéficie in fine aux patients français, je trouve ça plutôt positif par rapport à une situation où on resterait l'arme au pied en se disant qu'il faut changer le système français pour pouvoir faire des choses. Ça sera je ne sais pas s'il faut le changer, et quand bien même on voudrait le changer, ça prendrait très longtemps. David ? Oui, merci David Mizrahi de Bordeaux. J'avais une question brève en parlant des blocages, bon, au-delà des questions culturelles qui, bon, on voit bien, ça va être compliqué de changer les choses. C'est la question de la temporalité et je voulais voir un peu votre sentiment sur les notions de blocage qu'on évoque là et la question du temps dédié à la recherche pour mettre en évidence des avancées scientifiques et du temps des financeurs, des startups, et comment on peut essayer, parce que bon, on a eu l'occasion de tenter plusieurs aventures dans les projets de recherche, mais on voit bien qu'il y a toujours est confronté quand même au temps long de la recherche et au temps plus rapide finalement nécessaire dans le monde de la finance et des startups. Je voulais avoir un peu votre sentiment là-dessus. Mon sentiment, c'est que je vais découvrir en marchant. Donc, on a clairement, c'est la question numéro 1 des souscripteurs. Est-ce qu'on finance de la recherche ou est-ce qu'on finance du business assis sur de la recherche? Quand on regarde notre deal flow, on se concentre sur ce qui est entre les deux. C'est-à-dire que si c'est du business assis sur la recherche, les boîtes sont déjà trop développées et ça ne sera pas pour nous. C'est plus de l'amorçage. Et on n'a pas, nous, la capacité en temporalité de financer de la recherche. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, ça va être, pour essayer d'être concret, une société qui va avoir plusieurs papiers, qui a un produit, éventuellement marquage CE, parce que, je dirais, il ne rentre pas trop dans le corps, il est plus dans il est en conseil, c'est le médecin qui va continuer à prendre la décision, etc. Donc, qui fait que ce n'est pas un marquage CE trop compliqué à avoir, et que ce marquage CE donne d'ailleurs une indication que normalement, il devrait avoir l'FDA, qui n'est pas en commercialisation, mais dont on peut penser que raisonnablement, il y aura des premiers, alors on appelle ça dans notre jargon des proof of concept, ou enfin des premiers, peut-être de la commercialisation de prototypes, mais en tout cas, dans les 12 mois, 6 à 12 mois suivant l'investissement. Et la capacité à prendre de ces proof of concept pour dire, à horizon 3 ans, on a un vrai produit avec un scénario de commercialisation. Voilà. Par rapport à la temporalité financière qui était derrière votre question, nous, le point qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a créé de la valeur de manière objective. Pas que nous, on trouve le truc génial, pas que le fondateur considère que c'est la 8e merveille du monde, mais que quelqu'un d'extérieur sceptique soit prêt à débourser de l'argent pour, quelque part, racheter nos fameuses actions dont on a parlé tout à l'heure. Et on considère que la bonne nouvelle, c'est que si on ne s'est pas trop trompé, c'est-à-dire que ce secteur va prendre une dimension beaucoup plus importante dans 4-5 ans que ce qu'elle est aujourd'hui, et qu'il y aura une perception différente, et on pourrait revenir là-dessus sur pourquoi est-ce qu'on croit, mais 4-5 ans, c'est beaucoup. 4-5 ans, on voit des Tesla dans Paris maintenant, je ne dis pas qu'il y en a 10%, mais au moins 5%. Il y a 5 ans, vous demandiez à quelqu'un, est-ce que tu crois aux véhicules électriques? Et sur 10 personnes, vous aviez 9 réponses. Non, c'est de l'hydrogène, ça ne marchera jamais, les batteries sont polluantes, on ne trouvera pas la recharge, ça sera trop cher. Plein de choses qui sont vraies. Simplement, personne ne voyait
que ça allait devenir un tel choc pour l'industrie automobile européenne. Et ce qu'on perçoit, nous, c'est que l'intelligence artificielle est de cet ordre de grandeur-là pour, on va dire, la pharma au sens large et donne aux scientifiques, aux programmeurs, à des petites boîtes, une capacité d'intervention qu'ils n'avaient pas avant. Donc, on sort, si vous voulez, un peu ce qu'on a connu du modèle très taylorien, mass production, dans plein d'autres domaines que celui de la santé. La santé, pour plein de raisons, parce qu'elle est très riche, parce qu'elle est très réglementée, parce que très riche, c'est les big pharma qui sont très riches. Je ne dis pas que c'est les hôpitaux, mais avec des capacités de lobbying, etc., résiste. Mais n'empêche que cette capacité de personnalisation qu'on voit dans plein de domaines va finir par arriver et on pense que ça sera particulièrement fort dans ce qui concerne le cerveau parce qu'évidemment, ça a des effets particulièrement différenciants. On n'a pas les modèles murins, enfin bon, je ne fais pas moins les modèles murins, pardon Marion, mais on a plein de choses qu'on a ailleurs en santé qu'on n'a pas dans le cerveau. Et donc, on pense que ce choc-là, c'est un choc qui est majeur. Et que notre simple situation là, de parler de brain capital, etc., on verra les choses de manière complètement différente, avec énormément de problèmes éthiques. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas un chemin pavé de rose, hein, mais on verra les choses de manière complètement différente à horizon de sortie de nos entreprises. C'est ça le vrai pari qu'on fait. Excusez-moi, j'étais un peu long, ça m'a entraîné sur un peu au-delà, mais c'est vrai qu'à l'origine d'un fond, il y a un pari et le pari qu'on fait, c'est celui-là. Non, merci beaucoup pour votre réponse. Bon, je crois qu'il va falloir malheureusement arrêter cette discussion tout à fait passionnante parce qu'il est déjà 35. Donc, il nous reste à remercier très, très fort François Véran d'avoir accepté de faire ce pari et d'y investir beaucoup d'énergie. Donc, un grand merci. Merci pour cette conférence qui était à la fois, je crois, didactique et qui a permis de mieux comprendre ce que c'est qu'un fonds et ce que ça représente pour nos domaines d'intérêt. Et puis, un très grand merci à Nicolas Bavrez d'avoir su animer avec talent, comme toujours, cette conférence. Donc, on vous donne rendez-vous le 12 avril. Et ce coup-ci, on va rentrer, après avoir posé les bases de l'innovation, dans des exemples de stratégies ou de solutions innovantes en psychiatrie. Et on accueille quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration le 12 avril, qui est Andy Miller, qui a plein d'idées sur comment développer des solutions thérapeutiques innovantes pour l'immunomodulation. Donc, soyez nombreux le 12 avril à 13h30. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Merci beaucoup. Merci François. Merci Nicolas. Merci à tous. Merci, Merci, au revoir. Merci à tous.